Ce qui s'est passé entre l'Iran et les États-Unis, c'est le deuxième entretien direct entre les deux parties, après celui qui a eu lieu en Suisse. Les deux camps se sont retrouvés pour parler en gros du principal problème. L'un des sujets majeurs, c'était la question du Liban. Et il semble que la première clause de l'accord, ce protocole d'entente signé par le président iranien et Donald Trump, met en avant la souveraineté du Liban. Voici d'ailleurs ce que J.D. Vance a déclaré à propos du Liban, car il semble qu'avec le temps, les Israéliens ressentent une certaine pression venant du Liban. Benjamin Netanyahou, lui aussi, est concerné par cette question libanaise. Et voici ce que nous avons appris de J.D. Vance. Israël va retirer ses forces du sud du Liban. Eh bien, nous voulons que la sécurité d'Israël soit protégée et nous voulons aussi que la souveraineté du Liban le soit. C'est une discussion qui va se poursuivre. Les Israéliens ont été très clairs. Ils n'ont pas d'intention territoriale sur le sud du Liban. S'ils estiment devoir y être présents, c'est parce qu'ils s'inquiètent des combattants du Hezbollah dans le sud du Liban qui tirent vers Israël. Nous pensons bien sûr que cela va demander beaucoup de travail, mais qu'il est possible d'arriver à une situation où l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban sont protégées, tout comme la sécurité d'Israël. Et pour y parvenir, il faudra une certaine coordination avec les forces armées libanaises, et aussi que les Iraniens freinent le Hezbollah. C'est exactement le genre de sujet dont nous avons parlé hier. Et je pense, encore une fois, que nous avons fait beaucoup de progrès par rapport à là où nous en étions il y a seulement 24 heures. Ce qu'il a dit, Scott, dans une autre vidéo où il parlait du cas du Liban, c'est deux choses. L'une des plus importantes, c'est qu'un nouveau mécanisme a été mis en place par les États-Unis et l'Iran pour maintenir le calme entre Israël et le Liban. Ils appellent ça la zone de désescalade ou quelque chose dans ce genre, une nouvelle structure, un peu comme celle dont parlait J.D. Vance. Et le deuxième point, c'est de savoir s'il s'agira d'un retrait complet du Hezbollah ou d'Israël du Liban, ou bien d'un retrait partiel. Quelle est selon vous la situation au Liban? Parce que c'est, je pense, l'un des dossiers les plus complexes. Pour la plupart, ils ont une certaine compréhension mutuelle sur la question des sanctions. Tout ça, ils se parlent. Mais le cas du Liban, lui, est directement lié au Hezbollah et à Israël. Comment vous voyez les choses? Je vois les choses de façon très simple. La sécurité d'Israël ne peut être garantie que sur la base de la souveraineté du Liban. Le Hezbollah n'existerait pas aujourd'hui si Israël s'était retiré du Liban. Le Hezbollah existe uniquement à cause de l'occupation illégale du Liban par Israël. Bien sûr, je parle de l'occupation initiale dans les années 80. Les gens demandent souvent où tout cela mène-t-il. Eh bien, je leur rappelle que Israël a déjà été chassé du Liban une première fois par le Hezbollah et que le Hezbollah chassera Israël à nouveau. C'est ce qui va se passer. Israël a perdu cette guerre. Israël n'a plus de position de négociation. L'Iran ne cédera pas. Et les États-Unis sont incapables de conclure un accord. Comprenez bien ça. Les Iraniens le comprennent. Vous le comprenez. Et moi aussi, je le comprends. Peu importe ce que dit J.D. Vance, parce que les États-Unis ne peuvent pas tenir parole. Les États-Unis ont placé la sécurité d'Israël avant la souveraineté du Liban. C'est tout l'enjeu de pouvoir qui se joue ici. Israël peut bombarder Beyrouth quand il le veut, au nom de sa politique de sécurité, mais le Hezbollah, lui, n'a pas le droit de riposter contre Israël au nom de la souveraineté libanaise. Et la seule raison, encore une fois, pour laquelle le Hezbollah garde une milice, c'est qu'Israël continue d'occuper illégalement le sud du Liban. La légitimité de la continuité de la milice du Hezbollah disparaît immédiatement dès qu'Israël se retire complètement du sud du Liban,
dès que le Liban retrouve sa souveraineté sur chaque centimètre carré de son territoire. Et c'est la seule solution acceptable ici. J.D. Vance et l'Iran peuvent bien proposer un mécanisme de désescalade, mais ça ne fonctionne pas si ce mécanisme repose sur l'idée que la sécurité d'Israël passe avant tout, y compris avant la souveraineté libanaise. Je le rappelle encore une fois, Israël a déjà été chassé du Liban par le Hezbollah. Et si Israël veut continuer le combat à ses propres conditions, il sera de nouveau chassé du Liban par le Hezbollah. On sait que s'ils attaquent à nouveau, l'une des raisons pour lesquelles l'Iran n'a pas réagi à la dernière attaque israélienne à Beyrouth, dans la banlieue de Dahia, c'est à cause des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Il semble que Donald Trump ait vraiment essayé de mettre en place une sorte de cessez-le-feu, qui n'était pas encore un vrai cessez-le-feu avant la signature du protocole d'accord. Puis les négociations qui ont suivi sur ce fameux document en 14 points. Le premier point concerne le Liban. Alors selon vous, avec le temps, si Israël attaque, disons que vous partez du principe qu'Israël attaquera et que le Hezbollah répliquera, comment voyez-vous la réaction du gouvernement iranien face à Israël et celle des États-Unis ensuite? D'accord, c'est parfaitement clair. Le protocole d'accord n'est pas en vigueur tant que tous ces aspects ne le sont pas. Si Israël attaque le Liban, eh bien, le protocole d'accord n'est plus en vigueur. Et s'il n'est plus en vigueur, alors l'Iran ripostera. L'Iran l'a déjà montré la première fois. Vous savez, il a frappé Israël quand Israël a frappé le Liban. Il le refera. Cette fois, Israël a eu un passe-droit parce que les États-Unis ont dit qu'ils allaient le contenir. Mais les États-Unis sont incapables de respecter un accord. Israël aussi. Ils ne négocient pas de bonne foi. L'Iran le sait mieux que quiconque. Alors que se passera-t-il si Israël attaque le Liban? L'Iran ripostera contre Israël. Et que feront les États-Unis? Rien. Les États-Unis sont désespérés d'obtenir un accord. Le détroit d'Ormuz doit rester ouvert. Si les États-Unis attaquent l'Iran, l'Iran fera ce qu'il a fait la dernière fois. Il fermera le détroit d'Ormuz. Vous savez, c'est important que les gens comprennent que plus il y a d'incertitudes, même si l'Iran affirme que le détroit d'Ormuz reste ouvert, les compagnies qui assurent le transport maritime dans cette zone, elles n'assurent plus les navires. Et on peut les comprendre. Pourquoi assurerait-elle un bateau qui traverse un détroit susceptible d'être fermé à tout moment, avec le risque d'être touché et coulé? Donc vous voyez, les États-Unis, et Donald Trump en particulier, se trouvent dans une situation vraiment très difficile. Ce n'est pas une question de complexité géopolitique, c'est autre chose. Tout ça tourne autour de la survie politique de Donald Trump, qui dépend de l'économie américaine. Et cette économie est en train d'étouffer à cause de la situation dans le détroit d'Ormuz. Donc, Donald Trump doit absolument faire en sorte que le détroit reste ouvert de manière stable. Parce que si le pétrole ne recommence pas à circuler, les conséquences de la crise énergétique, provoquée par la bêtise de Trump, en lançant ce conflit dès le départ, ne seront pas corrigées à temps pour influencer les élections de mi-mandat en novembre. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est l'économie, tout simplement. Donald Trump doit obtenir une reprise de l'économie américaine, quelque chose qui fasse croire aux électeurs qu'il agit dans leur intérêt. Et il ne peut pas y arriver tant que le détroit d'Ormuz reste bloqué. Voilà où on en est aujourd'hui. Pensez-vous que vous savez, le détroit d'Ormuz a été utilisé pour faire pression sur les États-Unis, puis que les États-Unis, à leur tour, font pression sur les Israéliens pour qu'ils n'attaquent pas le Liban, qu'ils n'attaquent pas le Hezbollah ou les populations dans les villes et les villages libanais? Est-ce que cette stratégie va fonctionner, ou est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle phase de guerre entre l'Iran et Israël, avec une implication américaine moins importante que par le passé?
Je pense qu'on se dirige vers un nouveau cycle de conflit entre Israël et l'Iran. Mais je crois que les États-Unis, enfin, parce que regardez, l'Iran, bon, je ne peux pas parler au nom du gouvernement iranien, mais ils ont été très clairs, c'est tout ou rien. Ils ne vont pas permettre que le protocole d'accord soit découpé à la carte par les États-Unis. Il doit être appliqué dans son intégralité, sinon il n'y a pas d'accord. Ils ont déjà quitté les négociations par le passé, et je pense qu'ils le referont. Et ils ont montré qu'ils étaient prêts à attaquer des pays impliqués dans des violations de ce protocole. Donc Israël serait clairement visé. La vraie question c'est, que feront les États-Unis? Qu'est-ce que Donald Trump fera? Je pense qu'aujourd'hui, la nature de la relation entre Netanyahou et Trump a changé, parce qu'on parle maintenant de la survie politique, même de Trump, avec les élections de mi-mandat qui approchent. C'est la fin de Donald Trump, c'est la fin de l'héritage Trump. Et un narcissique ne peut pas laisser ça arriver. Alors maintenant, il voit Benjamin Netanyahou comme l'homme responsable du déclin de la marque Trump. Et Trump est quelqu'un de très rancunier. On pourrait donc assister à une refonte complète de la relation entre les États-Unis et Israël dans un avenir proche. Et la question c'est, est-ce qu'Israël peut survivre à ça? Je ne pense pas que la carrière politique de Benjamin Netanyahou puisse y survivre. C'est un homme qui est venu à plusieurs reprises aux États-Unis, devant le Congrès, pour se draper dans le voile d'applaudissements sans fin. Il a besoin du soutien américain pour garder sa légitimité chez lui. Si Trump coupe le cordon, c'est fini pour Netanyahou. Donc vous voyez, je pense qu'Israël sera forcé de quitter le Liban d'une manière ou d'une autre. Regardez ça. Vous avez mentionné les élections de mi-mandat. Et juste après ces élections, on aura la présidentielle de 2028, avec J.D. Vance, apparemment, qui arrive sur la scène, qui parle du conflit et qui essaie de tout rassembler, de résoudre les problèmes à cause de cette échéance de 2028, à mon avis. Est-ce qu'il est prêt à tout sacrifier pour Israël, pour la cause d'Israël? Et pour être honnête, la façon dont Donald Trump s'adresse aux Israéliens, c'est assez nouveau. Il n'y a pas vraiment d'antécédent où il se parlait comme ça, en se mettant la pression publiquement, en s'humiliant. Admettons que tout cela relève du théâtre politique. Mais au final, il est en train d'humilier Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Netanyahou est en train de s'humilier lui-même. Soyons très clairs là-dessus. Ce n'est pas un acteur innocent. Ce n'est pas comme si Benjamin Netanyahou avait fait ce qu'il fallait et que le méchant Donald Trump arrivait pour tout gâcher. Benjamin Netanyahou est un voyou meurtrier et génocidaire. C'est un criminel d'une ampleur comparable à celle des plus grands criminels de l'histoire. Adolf Hitler vient à l'esprit. Donc je n'ai aucune sympathie pour Bibi Netanyahou quand Donald Trump se retourne contre lui. Il était temps qu'un président américain se retourne contre un dirigeant israélien de cette manière. J.D. Vance ne va pas couler avec le navire. Autrement dit, il ne va pas se sacrifier pour l'État d'Israël. Il est là pour représenter Donald Trump et les États-Unis, et il suivra les orientations de Donald Trump au nom des États-Unis. Et je pense qu'on voit déjà J.D. Vance commencer à durcir son discours sur Israël. Donc, Israël est fichu, on peut le dire comme ça. C'est une situation dont Israël ne sortira pas, ils se sont eux-mêmes acculés. Ils devront quitter le Liban, et ça sera le fin de Benjamin Netanyahou. Je veux juste rappeler à tout le monde qu'en septembre 2023, avant les attaques du 7 octobre menées par le Hamas contre Israël, le président israélien avertissait déjà que le pays glissait vers une guerre civile. Pas une résistance civile, pas une désobéissance civile, une guerre civile des affrontements armés entre Israéliens.
Et c'est comme ça que tout ça va se terminer. Ça va se terminer par une guerre civile israélienne. Parce que Benjamin Netanyahou a polarisé la nation à un point extrême. Au fond, ceux qui soutiennent cette guerre savent très bien que leur survie politique dépend du fait que la guerre continue jusqu'à une victoire israélienne, qui n'arrivera pas. Mais ils ne peuvent pas se permettre de le reconnaître, parce que ce serait leur fin politique. Donc à mon avis, on se dirige vers une guerre civile en Israël, vers des violences entre Israéliens.